Professeur Mathias Euriko Onanguini, certains panélistes sur ce plateau sont quand même unanime. Hein. Nous ne sommes pas encore au niveau de la faillite, ce n'est pas encore aussi alarmant que cela. Mais en même temps, moi je vous ramène toujours sur le terrain. Moi je vois des Camerounais qui tirent le diable par la queue depuis un certain nombre d'années. Ils ont du mal à se nourrir. Alors quand vous leur tenez ce langage-là, non, ils ne sont pas encore en faillite, c'est encore maîtrisable, ainsi de suite, alors que d'autres Camerounais sont en agonie et en souci, n'est-ce pas? Merci, monsieur Haïssi, de me poser cette question. L'enjeu du Cameroun, ce n'est pas de ne pas être en faillite. L'enjeu du Cameroun, c'est d'être capable de mobiliser ses ressources de tous ordres pour s'inscrire dans la transformation positive. Parce que nous sommes dans une phase de notre histoire où nous connaissons un certain nombre de transformations structurelles, la plus évidente étant la transformation au niveau démographique. Comme le pays se transforme, il faut également le transformer de manière systémique. Il faut changer le système pour être en mesure de mobiliser les valeurs que nous avons. Et c'est une démarche qui doit être conduite de l'intérieur. Donc, quand on dit qu'il faut changer le système, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous devons changer nos modes d'orientation. Ah, j'ai cru qu'il fallait enlever attention, nos modes d'orientation et nos modes d'organisation. Vous pouvez changer les dirigeants sans changer le système. Bien sûr, bien sûr. Donc, pour avoir de nouveaux dirigeants, on peut dire demain que c'est Haïssi. Que c'est Onanguini, sans que ça change. Sans que ça change. L'enjeu, c'est de changer le système, l'orientation et l'organisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes emprisonnés dans une matrice. Ça veut dire que le système général qui conduit le monde a assigné des places qui sont différentes aux différents pays et aux différents groupes de pays. Les groupes de pays, on peut les appeler des civilisations. La place qui est assignée à notre pays et à notre groupe de pays, c'est que nous devons rester le plancher du système monde. Et nous devons fournir au reste du monde les ressources qui vont servir à ce monde pour fabriquer la valeur ajoutée. Or, ça c'est quelque chose qui est intenable. Désormais, l'Afrique doit fabriquer la valeur ajoutée. C'est un impératif capital, une question de survie. À partir de ce moment, puisque nous avons hérité de systèmes qui sont des systèmes de facture coloniale, il faut changer l'organisation qui est une organisation que j'appellerais de rente cumulative spéculative. Ça veut dire que les choses ont été organisées de telle manière que nous ne puissions pas construire des chaînes autonomes et automatiques de production de la richesse. Voilà notre problème. Ce n'est pas le problème d'un individu, ce n'est pas le problème d'un groupe d'individus, c'est le problème d'un système. Donc, si nous nous installons donc dans un état d'esprit et de façon durable, où nous allons seulement gérer les contradictions qui sont liées à la manière dont on nous inscrit dans le monde, on ne peut pas s'en sortir. Donc, dire qu'on n'est pas en faillite, ce n'est pas la bonne voie, c'est pas là-bas qu'il faut aller. Notre voie, c'est la voie de la réhabilitation. Et cette réhabilitation-là nous commande à la fois de pouvoir nous endetter, mais en même temps de savoir orienter l'endettement pour que cet endettement soit rentable pour la collectivité. Il ne faut pas s'endetter pour s'endetter. Et en cela, il faut quand même dire que ce problème n'est pas spécifique aux pays africains, mais les autres s'en sortent parce que eux, ils ont la rente de la puissance, du contrôle du monde. Bon, pour le dire simplement à nos auditeurs, l'un des pays les plus mal gérés du monde sont les États-Unis d'Amérique. Oui, oui, c'est vrai. Ils ont même géré pire que les pays africains, à la différence qu'eux, ils ont la rente de la puissance.
Ils ont la puissance technologique et scientifique. Ils ont la puissance militaire. Ils ont la puissance économique et structurelle. Ça leur permet de compenser tous ces déficits. Or, nous n'avons pas ces ressources de puissance. Et nous sommes dans une autre étape. Nous sommes dans une étape où nous devons nous transformer de manière systémique. Et ce que nous devons comprendre, tant que les Africains ne comprennent pas que l'économie politique dans laquelle l'Afrique doit s'inscrire est continentale, nous sommes perdus. Tout simplement. Pourquoi? Parce que les places sont déjà occupées dans le monde. Ça veut dire que nous allons difficilement trouver une zone où l'Afrique ira se projeter pour trouver les ressources qui vont lui permettre de s'épanouir. Elle se trouve dans une situation où elle est condamnée à se projeter, si vous voulez, sur elle-même. C'est l'internalisation. C'est en ramenant toutes les logiques à elle-même. Ce qui ne veut pas dire que nous devons devenir autarciques. Pas du tout. Mais nous devons comprendre que c'est de l'intérieur, dans l'espace africain, que nous allons fabriquer la libération. Parce que c'est une problématique qui n'est pas qu'économique. C'est une problématique qui est politique, économique et culturelle. Ça veut dire que pour terminer, pour revenir à ce que vous dites, qu'on ne peut pas se contenter de dire qu'on n'est pas en faillite. Ouais. Il faut redéfinir les priorités. Corriger ce qui était peut-être de bonnes intuitions, mais qui n'ont pas été bien appliquées. C'est-à-dire dans la mise en place des projets structurants. Parce que des projets structurants, nous en avons besoin. Des programmes structurants même, nous en avons besoin. Mais, dans leur modélisation, la manière dont nous pensons, et dans leur instrumentation, la manière dont nous appliquons, nous devons être rigoureux. C'est ça notre problème, c'est ça qui va nous donner les bases de la transformation. Gardez le microphone, professeur. Vous n'allez peut-être pas faire une comparaison. C'est vous qui avez parlé de système tout à l'heure. Je vous amène dans l'ancien système, du président Amadou Ahidjo. Et nous avons... Vous estimez qu'il est différent? Non, je vais d'abord vous poser une question. Écoutez-moi, professeur. Lorsque le président de la République prend le pouvoir, dans son discours de prestation de serment, je vais le paraphraser. Il dit qu'il a trouvé des caisses pleines, une économie saine, je ne faillirai point. C'est le président Paul Biya qui parle. Tout à fait. Et à cette époque, nous avions quand même... ce discours, ben, je sais que ce que vous dites sur ce point est vrai. Très bien. Nous avions une centaine d'entreprises qui marchaient pratiquement bien. Ça, c'est vous qui elles ont pratiquement fermé, c'est-à-dire elles n'existent même plus. Est-ce qu'il ne faut pas quand même dire à ce niveau, au-delà de tout ce que vous avez expliqué, qui est fondamental, est-ce qu'il ne faut pas quand même dire à ce niveau qu'il y a eu un problème de management, un problème de gestion? C'est lui qui disait qu'il avait trouvé une économie propre, les caisses pleines, je ne faillirai point. Est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas failli? Merci beaucoup de me poser la question, monsieur Haïssi. Il faut toujours tenir compte des circonstances dans lesquelles un acteur parle. Le président Paul Biya accède à l'occasion de cette prestation de serment au pouvoir. Et le président Ahidjo, qui est son prédécesseur, a démissionné et il lui a fait confiance. Jusqu'au dernier moment, le président Ahidjo pouvait choisir quelqu'un d'autre. Donc, il y a de la courtoisie. Quand le président Paul Biya le dit, ce n'est pas qu'il ne sache pas qu'il y a des tensions et des problèmes dans l'économie camerounaise, c'est que ce n'est pas le lieu de le dire. Donc, le président Paul Biya a couvert... Voilà, attendez, ça c'est la première chose. Deuxième chose, la crise structurelle du modèle camerounais commence paradoxalement au même moment où le modèle camerounais est censé être arrivé à son point le plus performant. C'est-à-dire quand on introduit entre 78 et 81 les ressources pétrolières de manière officielle dans l'économie politique du Cameroun. Il y a des choses qui avancent, on ne peut pas le contester, mais en même temps il y a déjà des problèmes. Vous parlez des entreprises publiques, mais dès les années 80, on sait que ces entreprises publiques ont déjà un certain nombre de problèmes. Il y a d'abord les problèmes de modélisation au niveau micro de ces entreprises-là. Un certain nombre d'entreprises, c'est l'UCAM, Socame et tout ça, sont dès le départ des échecs. Parce qu'elles ont été mal modélisées. En fait, elles n'étaient pas modélisées d'abord en réalité pour la performance économique. Elles étaient modélisées pour montrer que le Cameroun essaye de sortir de la dépendance. Et ça, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais sur le terrain économique, il n'y avait pas tous ces résultats. Ensuite,
Dans cette logique qui est une logique politique, tout n'y est pas mauvais, pas du tout. On subventionne les entreprises sans que ça ait un lien avec leurs résultats. Et ce modèle va nous conduire justement à être emprisonnés par le FMI qui va dire, vous voyez, toutes vos entreprises publiques là, en fait c'est de l'argent dépensé pour rien, il faut revenir à la rigueur. C'est comme ça donc qu'on nous attrape. On disait tout à l'heure en partant de ce que le patriarche Houphouët-Boigny disait que un pays, on ne met pas un pays en prison, on nous a mis en prison. L'ajustement structurel c'est la prison. L'ajustement structurel c'est la prison. Et on est encore en passe de nous remettre en prison. Bon, mais si vous êtes en prison, bon, c'est évident que vous n'allez pas être dehors pour mener des activités qui vous donnent du dynamisme. Voilà pourquoi... C'est le flux de quoi? Voilà pourquoi... La malgouvernance, je suis très sceptique sur ce concept. Parce que c'est un concept produit par le système. Pour masquer ce que nous devons faire pour nous en sortir. Ah oui. Merci, professeur. Nous allons lire rapidement quelques préoccupations, une fois de plus, de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Quelqu'un me dit ici, c'est un mélange de français, du petit. Mathias, c'est la crème de la crème. À femme, c'est toujours un régal de l'écouter. Dis-lui à Bunga. Mathias veut dire Bunga. Merci. Quelqu'un dit ici, perfect, je voudrais adresser une question au grand professeur Mathias Eric Owonangini. Quels sont les indicateurs qui montrent qu'un pays est en faillite? Je pense qu'au risque de me tromper, que certains indicateurs sont le défaut de paiement de la dette, l'inflation élevée, la hausse du coût des emprunts, la montée du chômage, pour ne citer que cela. Je pense que dans notre cas, nous cochons toutes les cases. Le Cameroun non seulement est en faillite, mais aussi nous ne faisons même plus bonne presse auprès des institutions bancaires internationales. Mathias peut répondre. Sur le plan strict, le Cameroun n'est pas en faillite. Mais en même temps, le Cameroun ne peut pas se contenter de ce modèle. Il ne suffit pas de dire qu'on est en faillite pour que tout soit bien. Non. Nous sommes dans un moment particulier où nous devons inscrire le pays dans la transformation. Et sur le plan économique, la transformation, c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire créer des richesses. Utiliser tous les types d'instruments pour créer des richesses. Et gérer le problème de la répartition des richesses entre les différentes catégories de notre population. Voilà nos exigences. Donc, il ne suffira pas de dire que nous ne sommes pas en faillite pour que le problème soit réglé. Non! Il faut être ambitieux, mais en même temps être sérieux. Ça veut dire que nous pouvons nous endetter, mais il faut véritablement que cet endettement serve à quelque chose d'utile. C'est ce que disait le docteur Mbokto. Voilà, que ça serve à quelque chose d'utile, de pertinent. Très bien. Chers voisins, enfin on retrouve le professeur Owonangini. Ah oui, quand ça vous arrange, vous avez retrouvé le professeur Owonangini, quand ça va vous déranger, il est parti, c'est Owonangini 4, c'est Owonangini 10. Enfin on retrouve le professeur Owonangini tel qu'on l'aime. Vraiment que le pouvoir public ne fatigue pas la population qui souffre déjà assez avec cette affaire d'endettement et de serrage de ceinture, l'argent de l'or, l'argent qu'on a décidé de laisser à MTN, Orange, Canal+, d'amasser chaque mois, l'argent qu'on nous prélève chaque mois pour donner à la CRTV, l'argent qu'on dépense pour importer des denrées alimentaires. Pourtant, nous avons une terre bénite des cieux. Pour ne citer que ceci est suffisant pour soulager la population. Perfecto, quand nous étions petits et qu'on jouait sous la pluie, les parents nous disaient quittez sous la pluie, sinon vous allez tomber malade. Mais aujourd'hui, nous disons à nos enfants plutôt que comme tu joues sous la pluie là, sache que je n'ai même pas 5 francs pour t'amener à la maison. C'est la même chose dans notre point de vue. Docteur Moïse Mbok, nous nous acheminons vers la fin de ce programme, mais je voudrais dire que nous puissions consacrer le peu de minutes qui nous restent en donnant peut-être quelques esquisses de solutions pour que nous n'allions véritablement pas en faillite. Ben écoutez, ça commence naturellement par un état des lieux, et je crois qu'on a fait l'état des lieux ici. Le taux de l'endettement, les politiques que nous menons, jusqu'où elles sont efficaces, qu'est-ce qu'il faut arrêter, qu'est-ce qu'il faut changer. Maintenant, la mondialisation est en face de nous, et on le sait tous, c'est un rendez-vous. Là, je reviens à ce que le professeur disait,
si nous ne travaillons pas sur notre balance commerciale, c'est-à-dire produire et être efficace d'abord à l'intérieur et puis en partie à l'extérieur, nous allons avoir des chiffres qui vont rester effectivement cette épée de Damoclès sur nos têtes. Entre la dette extérieure qui est à pratiquement 16 000 milliards, la dette intérieure qui est à 5 000 milliards, et d'autres charges, souveraineté, salaire et ainsi de suite, si on n'entre pas dans une dynamique de production radicale. Nous avons l'or, nous avons le bois, nous avons le fer, l'aluminium, nous avons toutes ces ressources, comme le professeur disait, tout ce qui est possible pour pouvoir créer de la richesse à l'interne, qui dit richesse dit Vous avez emploi. parlé de l'or, docteur. Oui. Ça devient aussi très compliqué pour le cas du Cameroun. Les chiffres sont une fois de plus alarmants. Notre or qui s'en va à volo et aucune explication. Je reprends ce que le professeur a dit, soyons sérieux. C'est ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'on n'a pas un problème d'or, mais on a un problème de sérieux dans la gestion de l'or. Si on a donc des gens sérieux, une fois qu'on a fait l'état des lieux et qu'on a mis sur pied de nouvelles Est-ce que c'est si difficile politiques, d'établir une certaine traçabilité? Pas du tout. Ces tonnes d'or Pas qui du sont tout. sorties du Cameroun avaient pratiquement 2000 milliards emportés, enfumés. Personne pour nous donner des éclairages? c'est pour ça que je donne raison à ceux qui questionnent la gouvernance. Parce que gouverner, c'est quand même anticiper sur un Tout à ensemble de fait. choses. Si on n'anticipe pas, il y a un problème. Si 2000 milliards sont partis en fumée, nous fermons les yeux et nous avançons. Et ça, c'est l'information que nous avons. Imaginez l'information que nous n'avons pas. Donc, juste pour dire que si on veut effectivement développer le pays, c'est une affaire de tous les Camerounais. Ce n'est pas une affaire de M. Biya lui seul. C'est une affaire de tous les Camerounais, secteur par secteur, mais ça passe par des réformes. Les réformes ici, ce n'est pas la magie. Le professeur l'a dit de manière très simple. C'est qu'on rentre dans une dynamique de production à l'intérieur, mais on produit sur la base de quoi? On fait un état des lieux entre les ressources matérielles, naturelles que nous avons et les ressources humaines que nous avons. On les met ensemble, on se fixe un cap. Quel est le cap que nous avons aujourd'hui en termes d'économie au Cameroun? C'est là qu'il faut commencer à travailler. Une fois qu'on l'a fait, les gens qui seront nommés, directeurs généraux, ministres et différents responsables, doivent quand même entrer dans cette même dynamique de rigueur et de moralisation. On doit se donner à tous le défi de sortir de ces différentes dettes. Parce que payer la dette intérieure, c'est payer l'école des enfants. Payer la dette intérieure, c'est créer de l'emploi, mais un emploi décent. Payer la dette intérieure, c'est stimuler le système. Donc la dette intérieure est tout aussi importante que la dette extérieure. Mais c'est une affaire de volonté. Une fois qu'on aura la bonne volonté et qu'on voudra fondamentalement changer les choses, ce ne sera plus une affaire du RDPC, une affaire de tel parti politique, mais une affaire du Cameroun face aux Camerounais responsables qui veulent sortir du marasme et se donner de nouvelles chances pour pouvoir être effectivement la locomotive de l'Afrique. Je préfère dire toute l'Afrique parce que nous pouvons l'être. Il faut dire que la semaine qui tend à s'achever a également été marquée par Paul Atanga-Nji qui est en guerre contre l'insécurité. Et là, nous sommes du côté de Kribi. Et c'est sur les très hautes instructions du chef de l'État que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Nji, a donc présidé vendredi dernier, 21 août 2026, du côté de Kribi, une importante réunion pour parler de la sécurité. Je vous propose ce compte rendu de Laurent Patrick Ambara, mais également de Emmanuel Lombo. Le département de l'Océan ne saurait être un terrain fertile à l'insécurité. C'est ce que réitère le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Nji, en visite de travail dans la ville de Kribi, ce 21 août 2026. Sur très haute instruction du président de la République, Paul Biya, le MINAD préside une réunion d'évaluation sécuritaire de la zone. Veiller à la protection des personnes et de leurs biens. Parce que c'est la mission essentielle des autorités administratives. Il est signalé aussi les cas d'agression dans les véhicules et dans certains domiciles. Il est relevé également les cas de trafic de stupéfiants qui seraient en hausse dans le département, surtout en milieu jeune. Il est même dit que dans les écoles, on enregistre de plus en plus les trafiquants de drogue qui arrivent dans les écoles. Il y a également les litiges fonciers qui sont très récurrents. Très récurrents. Il faudrait que ces cas soient gérés de manière objective
et de manière claire. La concertation qui se tient en présence du gouverneur de la région du Sud, Félix Ngeli, des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, a pour objectif de renforcer le dispositif sécuritaire dans la ville. Au regard de la recrudescence de ces fléaux qui gangrènent le département de l'Océan, le ministre instruit à tous les acteurs de travailler en synergie afin de préserver la paix sociale tout en assurant la protection des personnes et de leurs biens. Nous devons renforcer la sécurité des personnes et des biens. Ceux qui arrivent à Kribi doivent toujours se sentir en sécurité. Voilà pourquoi il faut monter d'un cran, n'est-ce pas, dans la lutte contre la criminalité urbaine. Pour Paula Tangandji, Kribi ne peut voir son essor compromis par l'insécurité au regard de son potentiel économique. Autorités administratives et populations sont invitées à une saine et parfaite collaboration. Les populations comptent sur l'efficacité des autorités administratives. Les populations comptent sur la collaboration des forces de maintien de l'ordre. Et ce n'est que cette synergie entre autorités administratives, forces de maintien de l'ordre et les populations, parce qu'ils font partie de notre stratégie. C'est cette synergie d'action qui nous amènera un jour, n'est-ce pas, réduire la grande criminalité à la plus simple expression. Le ministre de l'administration territoriale prend ensuite la direction des VECAM dans l'arrondissement de Niété, département de l'Océan, région du Sud, afin d'évaluer la situation de l'entreprise et réaffirmer le soutien de l'État dans l'accompagnement du développement des entreprises privées au Cameroun. Bon tour sur ce plateau de libre expression dans le cadre justement de cette autre production. Nous sommes le 23 août 2026. Honorable Okupita Damou, j'ai une autre préoccupation. C'est vrai, j'insiste que nous ne sommes pas encore en faillite, mais les indicateurs ne sont pas à notre avantage et les Camerounais se posent un certain nombre de questions. Puisque nous sommes à l'ère de la communication, est-ce qu'il n'est pas indiqué que le ministre des Finances, M. Paul Motazeux, prenne la parole, ou alors son homologue du côté de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour expliquer aux Camerounais ce qui ne va pas, où est-ce qu'on en est et proposer quelques esquisses de solutions? C'est trop leur demander? Non, connaissant... Vous savez, le ministre, nonobstant la situation que nous vivons, j'ai toujours eu à relever le travail du ministre Moutazé, qui se bat, parce que même pour pouvoir faire face positivement à ces trois priorités que j'ai citées tout à l'heure, ce n'est plus évident. Il faut être un ministre des Finances qui est bien introduit dans le système des systèmes financiers internationaux et qui a véritablement du répondant. Vous pensez donc que le ministre, Paul Motazeux, se bat nettement mieux? Oui, il se bat. Maintenant, est-ce que... Nous sommes en déficit communicationnel. Et maintenant, est-ce que la communication que vous sollicitez est politiquement correcte? Je pense que non. Parce que en même temps... Les Camerounais n'ont pas le droit de savoir ce qui ne va pas. Les Camerounais ont le droit de savoir ce qui ne va pas. Qui nous dit cela? Et c'est même un devoir. On a parlé ici du devoir de reddition, je crois que c'est Maître Zogo qui parlait de ça. On a le devoir de le faire. Mais est-ce que ça rentre donc dans la ligne éditoriale de l'homme politique que le ministre des Finances est? Il faut se poser la question. Donc, quand on est ministre dans un système, on évolue dans le couloir tracé par celui qui vous a mis là. Et celui qui vous a mis là a brillé, n'est-ce pas, en termes de communication, par très peu de considération du peuple camerounais en ce qui concerne leur droit à l'information sur d'abord la situation de l'institution qu'il est et maintenant la situation du pays en ce qui concerne leur vécu quotidien. Le ministre ne le ferait pas, il ne prendrait pas. C'est pour ça qu'en répondant, il a parlé de politiquement faisable. Ce n'est pas politiquement faisable. Techniquement, ça devrait être une obligation. Techniquement, ça devrait être une obligation. Et je sais que s'il faut parler de la communication, nous sommes à l'Assemblée
nous pouvons vous dire que le ministre Moutazé compte parmi les meilleurs ministres qui savent s'exprimer et vous convaincre quand ils ont un sujet, même quand il est interpellé sur une question complexe. Je voulais justement parler. Trouver des mots. Donc ce n'est pas. Je voulais justement parler de cette interpellation à l'Assemblée nationale, puisque vous êtes un député de la nation. Est-ce qu'il vous est arrivé ces derniers temps d'interpeller donc le MINFI sur la situation économique et surtout financière actuelle du pays? C'est très important. Nous exerçons le contrôle de l'action gouvernementale. Le contrôle de l'action gouvernementale au Parlement se fait à travers deux mécanismes. Le mécanisme de questions orales ou écrites aux membres du gouvernement, le mécanisme de commission d'enquête parlementaire. Et en ce qui concerne les questions orales au ministre, quand vous lisez les dispositions de la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat, vous verrez que c'est bien écrit là, noir sur blanc, que pendant une session parlementaire, on doit obligatoirement chaque semaine organiser une plénière dédiée aux questions orales des parlementaires aux membres du gouvernement. Et quand un parlementaire a adressé une question orale aux membres du gouvernement, il est obligé de venir répondre. La loi fixe même le délai. Et la loi dit, si vraiment la question nécessite des recherches techniques approfondies, le ministre va demander à l'administration du Parlement de lui accorder un délai supplémentaire, je crois qu'il n'excède pas 2 ou 5 jours. Or, vous avez vu que si vous ouvrez la banque de données des questions orales des députés au gouvernement, elle est pleine. Et depuis presque 2 ans, oui, on ouvrait une session et on la clôturait sans organiser la moindre plénière pour des questions orales aux membres du gouvernement. C'est pour ça que j'ai eu à saluer, dans l'une de mes sorties dernièrement, à la fin de la session, saluer déjà le très honorable Ndato, qui a remis ça. Parce que ce n'est qu'à la session de la session de juin dernier que vous avez constaté, vous êtes journaliste, vous observez notamment les travaux de l'Assemblée, qu'on a repris avec les questions orales. On a fait pratiquement les 3 premières semaines. C'est la dernière semaine qu'on n'a pas respecté. Et moi, personnellement, mes 2 questions, dont l'une était adressée au Premier ministre et l'autre... Quelles étaient les questions? On peut avoir cette exclusivité. Hein? Ça n'a pas passé. Donc, vous avez d'abord posé quel genre de questions? Non, les questions que nous posons sont des questions qui touchent effectivement au quotidien des Camerounais. J'avais 2 questions au Premier ministre. La première concernait la problématique de la carte nationale d'identité. Vous vous rappelez que on est venu, le gouvernement à travers le ministre Moutazé avait dit que les 10 000 francs que les Camerounais devraient payer était le prix unique pour obtenir la carte d'identité le plus rapide. Et c'était le prix unique. Personnellement, ce jour-là, j'avais posé la question de savoir, est-ce que les 10 000 francs là est-ce que vous vous êtes entendu avec la justice qu'elle ne va plus exiger de payer les 3 500 ou c'est 3 500 ou 2 500 pour délivrer le certificat de nationalité? Est-ce que vous vous êtes entendu avec les municipalités pour leur dire de ne plus prendre les timbres pour signer les copies d'actes de naissance et ainsi de suite? Mais on nous a dit c'était le prix unique. Mais actuellement, vous voyez que pour accéder à la CNI, au moins le prix, les gens sont presque à 20 000 francs. Oui. Les gens sont à 20 000 francs. Donc, nous sommes montés d'un cran pour interpeller que c'est le Premier ministre lui-même qui vient nous dire. Et le Premier ministre n'avait pas répondu. On n'a pas répondu à cette... On a vu que votre question était inutile. La question était communiquée parce que quand les députés déposent les questions, ça rentre comme tout autre test. Hein. Le président, ça passe en conseil, en conférence des présidents. C'est un tamis. On reçoit. On tamise les questions. Et puis on vient. La loi n'a pas prévu ça. Honorable. Est-ce qu'on tamise les questions? Non, je vous dis que sur la pratique, ça a l'air comme... J'ai l'impression qu'on tamise. Mais ce n'est pas ce que la loi dit. La loi dit que lorsque le député a introduit sa question, on vient communiquer, on vient recevoir ça en conférence de président, et après, le président, dans une plénière, communique
à la chambre entière que j'ai reçu telle question de tel député adressée à tel membre du gouvernement. Lorsqu'on a communiqué, dès lors qu'on a communiqué, le mécanisme de déclenchement du délai de réponse devrait être mis en branle, de sorte que le ministre, dans la semaine, doit venir. Mais nous ne comprenons pas pourquoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui sont là et les ministres ne viennent pas répondre. On ne sait pas si c'est les ministres qui ne se soumettent pas à cette obligation ou c'est l'Assemblée qui ne transmet pas. Donc c'est ce flou que nous ne connaissons pas. Donc d'où je peux vous répondre en disant que la situation socio-économique du pays, la situation surtout économique et financière du pays ne peut pas échapper à l'attention des députés. Ne peut pas échapper. C'est donc cette question, les questions sont posées. Maintenant, est-ce qu'elles sont enrôlées? Si elles sont enrôlées, est-ce que les ministres viennent donc de répondre? C'est ça qu'il est question. Nous avons vu que le président actuel de l'Assemblée est venu un peu débloquer la situation, qui était presque bloquée sans qu'on nous dise pourquoi. Parce qu'on passait 2 ans sans qu'on ne fasse des questions orales, c'était pour nous vraiment un manquement grave. Donc, nous avons salué l'effort du très honorable Ndato, comme nous saluons d'ailleurs sur tout autre angle de réforme qu'il est en train de conduire actuellement à l'Assemblée. Et ça a remis, mais nous étions quand même surpris qu'on n'ait pas fait le plein. Parce que durant la session de 30 jours, on devrait organiser 4 séances plénières pour les questions.